Non, je pense que vous allez gérer. Ok. Et donc, on y va? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver encore une fois. Je suis très honoré pour la personne que j'ai invitée aujourd'hui. Je le voyais sur les réseaux, sur YouTube principalement. Et aujourd'hui, il est là. Bonsoir. Est-ce que je vais vous tutoyer déjà? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bonsoir Philippe, comment tu vas? Très bien, toi? Ça va très, très bien. Super. On n'a pas le temps, vous êtes fatigué. Oui. Très Donc fatigué. on va attaquer rapidement tout ça. Ces podcasts qui se font à des heures... C'est Philippe. Oui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et je tiens à le préciser, c'est votre première fois au Togo. Oui. Déjà, comment avez-vous découvert le Togo? Découvert? Oui, je veux dire dans le sens, ouais. Qu'est-ce que je pense de mon arrivée, depuis mon arrivée c'est ici? C'est ça. Pas comment Non, mais en vrai, quand je dis ça, c'est... Vous êtes ivoirien? Non, je suis camerounais. Ah ouais? Oui. Le continent. C'est bien que ça se trouble comme ça, c'est bien. Très bien. Et ce que je vais faire, je vais vous laisser présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas au Togo. Ok. Allez-y. En fait, je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur, passionné d'Afrique. J'entreprends dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays, notamment la France, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et très prochainement d'autres pays dans lesquels on va s'installer. Ce qui revient souvent, quand on vous suit, le mot, le principal, c'est l'argent. Oui. C'est l'argent. C'est la richesse. Comment faire de la richesse. Et je vous ai suivi, j'ai suivi tout ce que vous avez fait. Moi, je vais aller très rapidement dans les questions. Et j'ai vu sur votre chaîne que vous avez parlé de les 7 pièges que vous avez évités. Ah pour oui, être c'est riche. ouais. 7 pièges que vous avez évités pour être riche. Oui. Donc, moi, je pose la question. Monsieur Philippe, quels sont les 7 pièges à éviter pour être riche? Oh, 7, bah, c'est beaucoup là. Je tiens à préciser, parce qu'effectivement, je n'ai pas dit ça dans la présentation, pour les gens qui ne me connaissent effectivement pas. On a un média qui s'appelle Investir au pays, qui est très connu sur les réseaux. On totalise un peu plus de 2,5 millions d'abonnés entre YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il m'a vu. Donc c'est parce qu'on fait beaucoup de vidéos. Et si vous ne nous avez pas encore vus, c'est pas très grave. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours venir suivre ce qu'on fait. On parle de business, d'argent. Alors effectivement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des sacrifices que j'ai faits pour réussir financièrement. Je ne les ai peut-être pas là comme ça, tous en tête. Je les ai notés quelque part dans le papier quand je réalisais la vidéo à l'époque. C'est drôle parce que c'est une vidéo que j'avais réalisée très tard dans la nuit. Et j'étais très fatigué d'ailleurs ce jour-là. Si tu regardes bien la vidéo, tu vas voir que j'ai des cernes. Parce que j'ai tourné cette vidéo et quand je suis allé monter, je me suis rendu compte que le son n'avait pas pris. Quelque chose comme ça. J'étais dans mes débuts. Donc j'ai dû recommencer. Je crois que quand j'ai fini, c'était peut-être 4 heures du matin. Donc j'étais vraiment, vraiment très fatigué. Alors, dans cette vidéo, j'explique simplement que la réussite est le résultat d'habitudes. Et certaines habitudes que nous prenons peuvent nous propulser et d'autres nous freiner. Et donc, j'ai listé dans cette vidéo 7 habitudes ou 7 actions, 7 décisions que j'ai dû prendre dans ma vie et qui ont contribué effectivement à ce que je puisse avoir des résultats financiers intéressants. Sans avoir l'ordre exact, je sais que j'avais cité certains éléments qui avaient un peu choqué, donc ce sont ceux-là qui me reviennent rapidement à l'esprit. Et je sais que j'avais dit, par exemple, que pendant toute ma période estudiantine, je n'avais pas de copine. Ouais, et tu vois, toi-même tu t'arrêtes, c'est bien. Parce que l'histoire du sexe, c'est une histoire très forte dans nos pays. Moi, pendant toute ma vie d'étudiant, parce que je suis allé en France, je suis ingénieur industriel à la base, donc j'ai eu mon bac plus 2 au Cameroun, je suis allé pour mon cycle d'ingénieur. Et quand je suis arrivé en France, même avant d'arriver en France d'ailleurs, de tout mon cycle d'ingénieur, les 3 années que j'ai passées, je n'ai effectivement eu aucune copine, parce que j'estimais que je devais me préserver pour le mariage. Ça, c'est lié à ma foi chrétienne, mais aussi pour des raisons pratiques. J'estimais qu'avoir une copine, ce serait une distraction. J'estimais que quand il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour étudier, un temps pour s'abstenir, un temps pour se marier, un temps pour profiter. Et l'un des problèmes de notre génération, c'est que les gens veulent tout mélanger en même temps. Les gens veulent être dans les études et vivre maritalement.
et dit que ça ne va avoir aucun impact sur leurs études. Ils mentent. Ils mentent. Si le soir, je rentre, la seule chose qui me préoccupe dans ma vie, c'est de pouvoir étudier à fond et de repartir le lendemain à l'école. On ne peut pas avoir le même niveau de performance si quand je rentre, j'ai une relation à gérer et le lendemain matin, je dois repartir à l'école. C'est impossible. Et donc, très tôt, j'ai compris que je devais me focaliser pour les études parce que j'étais venu en France pour ça. C'est pour ça que mes parents s'étaient saignés, notamment ma mère, pour que j'aille rapidement faire terminer mes études. Donc oui, j'ai compris que je devais vivre de manière chaste et quand le moment sera venu de pouvoir penser à l'amour, je serai ouvert à ça. Donc ça a été un des sacrifices que j'ai listé dans cette vidéo et qui avait fait beaucoup le buzz. Mais c'est pas le seul. J'ai fait par exemple parce que dans cette vidéo que je me suis beaucoup privé de sommeil. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand il faut dormir, il faut dormir. Mais quand il faut travailler, quitte à ce que ça implique ne pas dormir un certain temps. Il y a des gens qui sont... Et ça, c'est peut-être quelque chose que je suis tiré de ma période d'ingénieur. Parce que dans une vie d'étudiant, il y a des phases plus intenses que d'autres. Et quand on est dans des phases intenses, tu ne peux pas dormir comme d'habitude. Parfois, tu dors tard, parfois, tu dors très peu parce que tu as 4-5 matières dans lesquelles tu as de gros travaux à remettre, les délais approchent. Donc, tu dois te mettre à fond là-dedans tous les soirs et tu dors très peu. Et ça m'a appris justement que le sommeil, c'est quelque chose qu'on doit être capable de sacrifier quand on veut atteindre un objectif ponctuel. Parce que je le rappelle, le sommeil est très important pour l'organisme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir un style de vie dans lequel on dort 3-4 heures comme certaines personnes font. Je dis plutôt que le sommeil étant quelque chose de très important, il faut quand même être en mesure justement de sacrifier le sommeil quand on veut réellement être focus pour atteindre un objectif. La plupart des personnes ont fait ça quand on était en terminale. Quand le bac approche, les nuits blanches s'enchaînent. Eh bien, il faut avoir ce même niveau de sacrifice quand on dit qu'on veut aller gagner de l'argent, aller travailler sur un projet. Il faut vouloir... En tout cas, l'idée derrière le sommeil, c'est de dire qu'il faut être prêt à payer de lourds prix si c'est ce qui est demandé pour aller vers la réussite. Donc, ça fait déjà 2. Peut-être que je ne pourrais pas te refaire les 7 comme ça. Il faudrait que je rentre dans le contexte de la vidéo. Bien sûr. Je pense que j'avais certainement dû parler aussi du confort. Je crois que j'avais dû parler du confort parce que pendant ma période de vie étudiante, je vivais très petitement. Je vivais avec un petit loyer. Je vivais dans une petite chambre d'étudiant. Et je parvenais à faire des économies quand même, malgré un très faible revenu. À l'époque, je touchais 250 € à peu près. Donc 250 €, qui était en réalité le montant de mon loyer. Mais comme j'étais étudiant, j'avais droit à des aides qui faisaient que l'État payait la moitié de mon loyer. Et avec l'autre moitié, donc 125 €, ben, je parvenais à... Puisque mon loyer était déjà payé. Mais dans le loyer, il y avait les charges, il y avait l'eau et l'électricité dedans. C'était inclus. Donc, avec le reste, je parvenais à payer. Il y avait même Internet qui était inclus dedans. Donc, avec le reste du loyer, je parvenais à payer à manger, essentiellement. Oui, voilà. Donc, l'idée, en tout cas, de cette vidéo, d'où le titre « 7 sacrifices à faire », c'est de dire que si tu veux réussir, si tu veux aller loin, tu dois t'armer de la mentalité de souffrir. Il faut que tu admettes que comment j'appelle ça, le travail précède l'enfantement. Avant d'avoir un enfant, on passe par une période de travail qui est très difficile. Mais c'est après ça que l'enfant arrive et tout le monde est content. Il y a un mot que vous avez dit tout à l'heure, c'est vous vivez petitement. Oui. Avec les peu de moyens que vous avez. Oui. Et en Afrique, je veux dire au Togo, parce que vous êtes là, on a ce problème d'éducation financière. Les gens ne savent pas comment gérer leur argent. Comment vous arrivez? C'était quoi le calcul que vous faisiez qui vous permettait de pouvoir gérer le peu que vous aviez et d'épargner en plus? Non, je pense que pour pouvoir épargner, il faut déjà avoir un objectif. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif dans leur vie. Les gens vivent comme s'ils étaient un papier journal qui est au sol, que le vent pousse d'un côté comme un autre. C'est-à-dire quelqu'un est là année après année, on dirait que son but sur la terre, c'est de consommer. Il mange, il dort, il fait l'amour, il mange, il dort, il fait l'amour, ainsi de suite. Sa vie ne va nulle part. Et il n'a aucune direction. Et ça, c'est le propre des gens qui ne réussissent rien dans la vie. Ils n'ont aucune direction.
Et le meilleur moyen de ne rien accomplir dans sa vie, justement, c'est de ne pas avoir une direction. Une direction, c'est un objectif, un but que je veux atteindre. Le succès n'est pas quelque chose de spontané. Le succès n'est pas quelque chose qui surprend. Le succès, c'est quelque chose qui est le résultat d'une stratégie, d'une planification et d'un travail sur du long terme. Et l'un des problèmes que les gens ont, justement, c'est que quelqu'un qui sait là où il veut aller, épargner n'est pas compliqué, parce qu'il épargne pour aller quelque part. Quand tu fais un sacrifice, en sachant que tu veux aller quelque part, ce sacrifice, c'est beaucoup plus simple. Toi qui veux faire, par exemple, cette émission, si tu sais que pour faire ce setup-ci, il te faut 2 millions de francs, je dis n'importe quoi, c'est plus cher que ça. Mais si tu dis, par exemple, qu'il te faut 2 millions de francs CFA, tu sais que, désormais, tout argent que je veux avoir, que je peux mettre de côté, je vais le mettre de côté parce que je veux atteindre les 2 millions de francs CFA. Quand un homme n'a donc pas d'objectif financier dans sa vie, parce que c'est le cas de beaucoup de gens, tu leur demandes, tu veux être riche? Oui, je veux être riche. Mais il ne sait pas comment ça se traduit. Il ne sait pas comment le concrétiser. Il n'a pas de planification stratégique. C'est un homme qui est perdu, en fait. C'est quelqu'un qui, quand l'argent arrive entre ses mains, il le dépense. Parce que ça, c'est ce que le pauvre pense. Le pauvre pense que l'argent a pour but d'être dépensé. Voilà pourquoi quand un pauvre ou une pauvre a l'argent entre ses mains, et je précise ici qu'un pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. La pauvreté est un état d'esprit. Ce n'est pas juste une question d'argent. Et comme je le dis souvent, c'est une question de temps. Avec le temps, soit tu vas gagner plus d'argent, soit tu vas en gagner moins. C'est juste une question de temps. Et les gens qui sont pauvres, ce sont des gens qui, même s'ils ont de l'argent entre leurs mains maintenant, dans quelques années, ils n'auront plus rien. Ils vont pleurer. On les connaît. On a tous des gens comme ça dans nos familles. Et ces gens-là vont continuer d'exister parce qu'ils se caractérisent par une absence de vision. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont venus accompagner les autres sur Terre. Ils vont au travail, sont comme des moutons qui suivent tout le monde. Et bien évidemment, à la fin de la journée, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Il y a une blague que j'aime souvent, que mon père raconte. Quelqu'un qui arrive à un carrefour et il demande la direction. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » On lui demande « Vous voulez aller où ?» Il y a 4 routes devant lui. Il dit « Je ne sais pas. » Monsieur dit « Mais prenez n'importe quelle route. » Parce que tu ne sais pas où tu veux aller. Toutes les routes sont bonnes pour toi. Que ce soit la route du chômage, la route de la dépense, la route de... Peu importe la route que tu vas prendre, elle va t'amener là où tu veux aller, vu que tu ne sais pas où tu veux aller. Et c'est le propre donc des gens. C'est que quelqu'un qui n'a pas d'objectif ou de direction dans sa vie va prendre les décisions du moment. Si en ce moment, si la tendance, c'est tel type de chaussure, il va économiser pour acheter cette chaussure. Si demain, la tendance, c'est tel type de vêtements, il va économiser pour acheter tel type de vêtements. Si la tendance, c'est aller à telle plage, il va économiser pour aller à cette plage-là. Si la tendance en ce moment-ci, c'est acheter une voiture, il va économiser pour acheter cette voiture. Ça, c'est le propre des gens qui n'ont... Donc, la base de l'épargne, en réalité, c'est une vision. C'est une projection. C'est je veux accomplir quelque chose. Et parce que je veux accomplir quelque chose, mon envie d'accomplir cette chose est tellement grande que je suis prêt à me sacrifier, que je suis prêt à mettre de côté, à épargner. Donc, c'est la première étape. Avoir une vision. Et c'est l'étape qui manque cruellement aux gens. Une vision claire. Et plus la vision va être claire, plus on va être à même de faire les sacrifices qu'il faut financièrement. Et je pense que dans cette vision-là, il y a un mot qui est constant aussi, c'est la discipline, je pense. Obligatoirement. Et ce matin, quand on est venu pour faire le tournage, j'ai remarqué un truc et Hervé me disait que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport, que vous ne ratez pas. Oui. Que vous ne ratez pas et que peu importe l'heure, genre vous savez que vous devez faire du sport et tout ça. Comment avoir cette... Est-ce que cette discipline-là est toujours rattachée à cette vision dont vous parlez? Oui. Je sais. Et pour moi, le sport est l'un des meilleurs moyens de voir quelqu'un qui a une vraie vision. Parce que le sport que je fais maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pour dans 30, 40 ans. Moi, je fais du sport parce que j'ai envie, si Dieu me donne longue vie, de vieillir de manière agréable. La vieillesse qui est mauvaise, c'est la vieillesse dans la maladie. Parce que Dieu peut te donner une longue vie, mais la vieillesse, c'est une souffrance pour toi parce que tu te trimbales plein de maladies. Mais en fait, la plupart des maladies que les gens ont dans la vieillesse, il faut qu'on se le dise, ce sont des maladies qu'ils auraient pu prévenir. S'ils avaient une bonne hygiène de vie et s'ils avaient un bon rythme de sport. Eh bien, parce que je pars du principe que nous sommes une génération dans laquelle les gens vont vivre de plus en plus longtemps et que notre corps est notre principal outil de travail en tant qu'entrepreneur, eh bien, j'ai tout intérêt à entretenir ce corps plus que toute autre chose. Et malheureusement, les gens négligent et banalisent leur corps. Eh bien, ce que tu es en train de négliger et banaliser maintenant, tu vas le payer très cher à partir de 40, 50 ans. Tu vas le payer très
très très cher en maladie, en douleur, en indisponibilité pour ta famille, parce que ce serait vraiment dommage que quand tes petits-enfants auront besoin de toi, que tu sois l'ombre de toi-même, parce que tu n'es pas capable de pouvoir courir avec eux, parce que tu n'es pas capable de pouvoir les voir grandir, être présent pour eux, parce que les grands-parents sont très importants pour les petits-enfants. Ils jouent un rôle que les parents ne peuvent pas jouer. Eh bien, tu vois, dès maintenant, je pense déjà à cette période de ma vie et je commence à faire maintenant ce qui me permettra d'arriver à cette étape-là en bon état. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est quand tu as une grande vision, elle te porte dans tes décisions du quotidien maintenant. Et dans le sport, pour moi, c'est l'un des excellents moyens de pouvoir voir quelqu'un qui peut être porté par une grande vision et se discipliner vers ça. Moi, je ne fais pas le sport parce que je veux avoir 6 packs d'abdos ou bien... Si ça vient, c'est bien. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Moi, je vise la santé sur 30-40 ans. Vous parlez aussi beaucoup d'entrepreneuriat. D'ailleurs, petit détail pour pousser les gens à faire sport, on dit que chaque séance de sport chaque jour que tu fais sport, tu rajoutes 30 minutes. Ça, c'est des études d'Harvard. C'est pas moi qui ai sorti ça. Chaque jour, chaque fois que tu fais du sport, tu rajoutes 30 minutes de plus à ta longueur de vie. Chaque jour que tu fais sport. Imagine les années que tu as perdues déjà. C'est celle que tu peux rattraper. Je peux rattraper. C'est bon, je me sport de demain. Voilà. Vous parlez beaucoup d'entrepreneuriat. Oui. Et c'est un thème très, très important pour vous. Oui. Et sur les réseaux, il y a ce concept de entreprendre à 0 francs. Je ne vous apprends rien. Oui. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une utopie? Non, ce n'est pas une utopie. On peut entreprendre, enfin quand je dis 0 francs, je veux dire entreprendre sans grands argent. C'est ce qu'il faut dire plutôt. Parce que 0 francs, à la réalité, ce n'est pas 0 francs. Parce que même pour regarder une vidéo, tu payes des datas. Même pour... tu as besoin d'électricité. Donc en réalité, ce n'est pas 0 francs. C'est entreprendre sans grands argent. C'est ce que ça veut dire. Oui, on peut entreprendre sans grands argent si on se décide à se lancer dans l'intermédiation. Les meilleurs business, en réalité, quand on n'a pas d'argent, ce sont les business d'intermédiaires. Je me positionne comme quelqu'un qui va mettre en relation quelqu'un qui a quelque chose à vendre et quelqu'un qui a besoin de cette chose à vendre. Par exemple, on a des plateformes de Facebook, par exemple. Facebook met en relation les gens. Bon, eux, ils ont dû construire une infrastructure qui coûte très cher. Mais si tu prends des agences, par exemple, immobilières, une agence immobilière n'a rien. Elle met en relation un propriétaire d'un bien et un locataire d'un bien. Et les deux le payent. Ça, c'est le business auquel on doit penser quand on n'a pas d'argent pour se lancer. Essayer de faire de l'intermédiation. Ça, c'est les business les plus simples. Et on a toujours besoin d'intermédiation. Toujours. Donc, je pense que c'est des business qu'on peut lancer simplement. Maintenant, les autres business qu'on peut lancer sans grands argent aussi, ce sont des business dans lesquels on vend une compétence qu'on a. Par exemple, c'est valable à Lomé, c'est valable partout. Il y a toujours des petits frères qui ont besoin de cours de soutien. Moi, quand j'étais en première, je donnais des cours de soutien pour avoir de l'argent, pour pouvoir m'offrir à peu près ce que je voulais. Donc, je finissais mes cours à l'école et j'allais donner des cours de soutien à des enfants pour lesquels les parents me payaient 10 000 francs, 15 000 francs par mois, par enfant. Si tu as 5 enfants, ça te fait 50 000 à gérer. Maintenant, ça veut dire que ça te prend beaucoup de temps dans ton temps d'études. C'est un choix que tu fais. Mais j'ai besoin de quoi pour lancer ça? Pas grand-chose, juste de ma tête. Donc, il y a des business comme ça aussi pour lesquels le capital est dans ta tête. Et donc, pour ça, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin d'aller négocier pour trouver tes premiers clients. Il faut que les gens sortent de l'utopie de penser que ce qui les bloque, c'est l'argent. Beaucoup de gens pensent ça, en disant que ce qui me manque, c'est du capital, il me faut de l'argent. Ils se trompent royalement. L'argent n'est jamais ce qui te manque. Ce qui te manque, c'est une bonne idée. Ce qui te manque, c'est le courage pour te lever et aller chercher des clients. Ce qui te manque, c'est comment convaincre les gens pour pouvoir te faire confiance. Mais c'est rarement l'argent. Ça me rappelle un truc que je dis toujours. Je dis, si l'idée, elle est bonne, elle est bien ficelée, tu trouveras toujours des gens qui... Si tu convaincs bien, tu trouveras toujours des gens qui auront confiance. Toujours. Et qui mettront de l'argent dans ce que tu fais. Sur votre chaîne, vous avez reçu beaucoup de personnalités qui sont particulières, leurs histoires les unes que les autres et tout ça. Et quelque part, je pense que ce qui les lie un peu,
c'est la finalité, le succès un peu, en vrai. Quelle est l'histoire de réussite parmi vos invités qui vous a le plus touché? Il y en a beaucoup. Bon, forcément, je pense à celle de mon mentor, Bertin Tiofo, qui était SDF à Paris, mais littéralement, hein, qui dormait dans la rue, pas genre, on dit ça pour faire genre, qui dormait dans la rue et qui aujourd'hui est un industriel au Cameroun, qui fait travailler plus de 500 personnes. C'est très inspirant parce que c'est quelqu'un qui est passé par tous les états de la vie. Il est passé du rien au tout, quasiment. Et il a beaucoup appris de cette période-là. Il a énormément appris et aujourd'hui, il partage grandement son savoir avec le maximum de personnes qui veulent l'écouter. Donc oui, je dirais que Bertin fait probablement partie des profils qui m'ont, moi, mais aussi beaucoup d'abonnés, le plus marqué sur la chaîne, oui. Il fait partie des gens dont l'histoire mérite d'être racontée à Hollywood. J'espère que cette histoire sera racontée en vrai. C'est à nous de le créer. N'attendons pas Hollywood. Bien sûr, bien sûr. Il y a un vrai phénomène où on dit souvent, vous êtes chrétien. Vous l'êtes, vous l'avez dit, vous assumez. Est-ce que vous pensez qu'on est pauvre ou bien qu'on est riche? Naissance. Oui. Je pense que peu importe le statut par lequel tu nais, tu le subis. On peut naître sans rien, on peut naître effectivement d'une famille pauvre, on peut le dire comme ça, et ça on ne l'a pas choisi. Tout comme on peut naître d'une famille riche, on ne l'a pas choisi. Par contre, mourir pauvre, c'est notre responsabilité. Naître pauvre ne te condamne à rien du tout. Absolument rien du tout. Tu peux naître pauvre, et c'est le cas de Bertin Tiofo, c'est le cas de beaucoup de personnes, et finir très haut. Parce que justement, tu n'as pas voulu faire du fait que tu sois né pauvre une fatalité dans ta vie. Et à contrario, tu peux naître avec une cuillère dans la bouche, une cuillère en or, et finir sans un sou. Complètement. Donc, il y a un verset dans la Bible qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la fin qui est importante. C'est pas le début. C'est clairement pas le début. Donc moi, je ne juge pas les gens à l'état, à un état qu'ils n'ont pas choisi. Moi, ce que j'apprécie, ce qui m'impressionne chez les gens, c'est plutôt leur capacité à pouvoir transformer le peu de choses qu'ils ont pu avoir dans la vie en beaucoup. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose. Parce que j'entends les gens qui disent oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as d'autres choses. Chacun d'entre nous, il y a beaucoup de choses qui concourent au succès. Pour certains, et beaucoup de gens pensent que c'est uniquement l'argent, ils se trompent. Tu connais quelqu'un qui peut changer ta vie. Tout le monde connaît quelqu'un qui peut changer sa vie. Le problème, c'est que nous ne savons pas exploiter les relations que nous avons. Moi, je vois toujours des gens, tu as un oncle ou une tante qui a un certain poste, tout ce que tu penses, c'est venir le voir pour qu'il te donne 20 000, 30 000, 50 000, n'importe quoi. Alors que cet oncle, cette tante-là, si tu savais comment, au travers d'elle, exploiter son réseau, tu pourrais créer des business beaucoup plus fructueux que les 10 000, 50 000 qu'ils te donnent. Mais comme nous n'avons pas ce mindset, nous avons le mindset de la consommation et de l'argent facile et rapide, tout ce qui t'intéresse, c'est que cet oncle te donne 20 000, 30 000 et tu repars de là en étant très content. Philippe, tu as fait beaucoup d'années en France. Combien d'années déjà? Une quinzaine. Une quinzaine d'années. Et quand tu as choisi le retour, tu n'as pas choisi ton pays d'origine. Oui. Tu as choisi la Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Il faut sortir de cette mentalité qui consiste à dire que les gens doivent uniquement rentrer dans leur pays. Contrairement à ce que les gens peuvent supputer, je n'ai aucun problème avec mon pays, ni avec le fait de rentrer dans mon pays. J'y vais très souvent. J'y ai pas mal investi d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'une des étapes dans notre process. C'est-à-dire que le moment viendra où je pense qu'on va s'installer un certain temps, peut-être durablement, au Cameroun aussi. Mais c'était important pour moi aussi de véhiculer l'idée selon laquelle les Africains doivent se considérer partout chez eux en Afrique. Il n'y a pas de c'est chez moi à tel endroit, c'est pas chez moi. Les frontières, on ne les a même pas choisis. Les noms de nos pays, on ne les a pas choisis. Enfin, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, de jouer le rôle, le jeu de la division à outrance. Tu vas là où tu te sens bien, parce que partout sur le continent, tu es chez toi. Aussi simple que ça. On a voulu venir en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui est accueillant, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de business à faire, c'est un pays dans lequel
C'est facile de pouvoir s'intégrer. C'est un pays proche du Cameroun en termes de mentalité. Pour toutes ces raisons-là, oui. Donc, ça aurait pu être en Côte d'Ivoire, ça aurait pu être au Togo, ça aurait pu être ailleurs. Dans ta précédente réponse, tu as parlé de relations, tu as parlé de réseau. Oui. Je pense que c'est très important dans une vie d'avoir un réseau de qualité. Mais le truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les jeunes, au lieu d'avoir cette mentalité-là, ils préfèrent aller voir la tante pour prendre 20 000, prendre 50 000 et rentrer à la maison, bouffer et chercher encore des stratagèmes pour revenir un autre mensonge. C'est ça. en soi, comment se faire son réseau déjà quand on est jeune, et pour vous qui êtes professionnel, comment vous arrivez à créer et à nourrir votre réseau? Le réseau vient du fait que tu as une vision. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est parce que je sais où je vais que je sais de qui j'ai besoin. Aussi simple que ça. Si je ne sais pas que je veux lancer un podcast, je ne peux pas savoir que j'ai besoin d'un vidéaste, j'ai besoin d'un monteur, j'ai besoin d'un infographe. Je peux avoir ces gens autour de moi, mais ils ne me servent à rien parce que je n'ai pas d'objectif. Le réseau découle du fait que tu aies un objectif, première chose. Le réseau découle du fait que toi-même, tu sois en mesure de pouvoir apporter de la valeur aux autres. Parce qu'un réseau, ce sont des gens qui peuvent effectivement t'apporter quelque chose. Mais pour que eux aussi considèrent qu'ils sont dans ton réseau à toi, il faut que toi aussi, tu puisses leur apporter quelque chose. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on est dans des relations dans lesquelles on espère, et ça c'est une mentalité que je combats beaucoup dans nos pays, les gens espèrent qu'on leur donne tout. Beaucoup dans nos pays sont dans cette mentalité-là de... C'est comme si tout le monde leur devait quelque chose. Alors que les gens, personne ne te doit rien. Mais les gens sont beaucoup dans la mentalité de « oui, mon oncle doit faire ceci, ma tante doit faire cela ». Mais toi-même, tu fais quoi pour les gens? Tu n'apportes aucune valeur aux gens et tu attends à ce que tout le monde que tu rencontres dans ta vie puisse t'apporter de la valeur. La première chose à faire quand on veut bâtir un réseau, c'est d'être en mesure de pouvoir apporter des choses aux gens. Et c'est parce que tu peux apporter quelque chose à quelqu'un qu'il peut lui aussi en retour être d'accord pour faire partie de ton réseau. C'est parce qu'il sait que bon, si j'ai besoin de telle chose, si j'ai besoin de tourner un podcast, je peux appeler tel. Tu lui sers à quelque chose. Et bien en contrepartie, si tu as besoin aussi de quelque chose qu'il peut faire, il peut se mettre à ta disposition. Maintenant, comment trouver ce réseau-là? Il faut sortir. Et il faut sortir. Quand je dis sortir, ce n'est pas aller en boîte de nuit. Ce n'est pas en boîte de nuit qu'on fait le réseau, à moins que ton business, ce soit la boîte de nuit. Mais il faut aller là où les gens qui partagent ton centre d'intérêt se retrouvent. Si tu as un centre d'intérêt qui est l'entrepreneuriat, il faut aller aux formations business, il faut aller aux conférences business. Tu vas trouver là-bas les gens qui partagent ton mindset, des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi et avec qui tu vas pouvoir donc parler, travailler, faire du business. Et ça, c'est l'une des choses que je vois, c'est que les gens ne sortent pas assez. Ils laissent des opportunités, ils auraient pu aller rencontrer des gens qui auraient pu leur apporter de la valeur. Ils restent à la maison et ils se plaignent de la maison. Rien ne viendra vous trouver à la maison. Aucune opportunité ne viendra s'arrêter devant votre porte pour cogner et vous dire « je suis là devant vous ». Ce n'est pas possible. C'est à vous de sortir pour aller créer les opportunités, pour aller provoquer la chance, pour aller susciter des déclics à l'extérieur. Il faut sortir de chez soi pour aller provoquer sa chance. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de le faire. Vous parlez aussi souvent d'investissement. Vous en avez dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a une facilité d'investir et d'avoir un retour sur investissement. C'est pourquoi vous avez choisi ce pays-là. Et avec c'est l'une des raisons. Bien sûr, vous avez cité d'autres raisons aussi. En tant qu'Africain, je veux dire, dans quel domaine vous pensez qu'on doit absolument investir? Dans tous les domaines. Maintenant, il y a des priorités. Mais attention, on l'a mis pour qui? On doit investir, on sait qui? C'est les gens comme vous qui reviennent de la... Ah, ok. Oui. Je pense que le secteur primaire est très demandeur, tout ce qui est agriculture. Pour faire de l'argent dans nos pays aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup investir dans les métiers du secteur primaire et secondaire. Donc, les métiers primaires, tout ce qui est agriculture, ainsi de suite, les métiers secondaires, tout ce qui va être transformation de produits issus des métiers primaires. Et puis, le tertiaire, tout ce qui est services et autres, va suivre. Le problème, c'est que dans nos pays aujourd'hui, il y a secteur primaire comme ça, secteur secondaire comme ça, et secteur tertiaire comme ça.
Il y a beaucoup de gens qui proposent des prestations de services dans des pays dans lesquels les secteurs primaires et secondaires ne sont pas assez établis. Tu vas apporter des services pour promouvoir quoi? Dans nos écoles, on forme beaucoup trop de gens qui blablatent par rapport à des gens qui transforment et qui produisent. Je pense que nos systèmes d'éducation devraient être réorientés à ce niveau-là pour mettre davantage notre énergie pour savoir transformer les matières premières que nous avons, pour pouvoir les détecter, les transformer, et ensuite, tous les services tertiaires vont pouvoir avoir du boulot. Parce qu'il va y avoir deux couches d'industrie à pouvoir développer. Mais si ces deux couches ne sont pas présentes, le tertiaire s'ennuie. Quand vous êtes revenu de la France, dans quel domaine vous avez investi directement sans réfléchir? Partout, c'est toujours l'immobilier. Partout où je vais, j'essaie toujours d'investir dans l'immobilier. Parce qu'il y a encore beaucoup de place dans l'immobilier dans nos pays. Ensuite, en fonction du pays, j'essaie de trouver des spécificités. Au Cameroun, de l'agriculture, en Côte d'Ivoire, du transport. Donc, en fonction du pays, oui, on étudie le marché et on voit ce qui peut être pertinent d'être fait. Est-ce que vous avez eu à faire à investir dans un domaine qui ne vous a pas rapporté et que vous avez perdu beaucoup d'argent? On va dire qu'il y a des domaines qui n'ont pas été aussi rentables que je l'espérais. L'un de ces domaines, alors c'est pas que j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est pas tout à fait comme ça que je le dirais. Mais par exemple, tout ce qui est VTC, j'ai trouvé que ça n'a pas été aussi rentable que je le pensais. On met beaucoup d'énergie dedans pour une rentabilité qui n'est pas très importante. Et donc, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, le but pour moi, c'est d'optimiser le ROE, le retour sur énergie. Parce qu'on parle beaucoup du retour sur investissement, mais les gens parlent très peu du retour sur énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie que tu mets pour gagner de l'argent. Si tu as un business dans lequel tu as besoin de mettre ça d'énergie pour gagner 10 000 francs, et un autre là où tu as besoin de mettre ça d'énergie pour gagner les mêmes 10 000 francs, tu as intérêt à privilégier le premier business parce que tu mets moins d'énergie là-dedans. Et c'est ce que moi j'ai constaté avec les VTC, c'est que ça prend beaucoup d'énergie pour une rentabilité qui n'est pas folle. Quand on est entrepreneur, quand on crée son entreprise, quand on investit, il est important de s'entourer. Oui. De bien s'entourer. Je pense que ça fait... vous ne pouvez pas tout faire, et quand vous êtes bien entouré, vous arrivez à déléguer des tâches, à faire confiance aux gens et à laisser peut-être l'entreprise évoluer sans vous. Et on dit qu'une bonne entreprise, c'est une entreprise qui vit sans le patron. Qui peut vivre. Qui peut vivre sans le patron parce que l'entreprise devient autonome et tout ça. Mais comment vous faites? Je pose la question parce que je vais arriver au point de comment vous embauchez les gens. Sur quels critères vous basez pour embaucher les gens? C'est pas ça qui fait que l'entreprise puisse vivre sans le patron. Hein. D'accord. C'est pas ça du tout. Une entreprise qui vit sans le patron, c'est pas une entreprise qui est basée sur la confiance. Parce que quand on parle de recrutement, ici on peut parler de confiance. Moi, j'embauche les gens sur 2 critères fondamentaux. Le premier, c'est l'intégrité. Le deuxième, c'est la compétence. L'intégrité avant la compétence. Ensuite, ce qui permet à une entreprise de pouvoir être gérée en automatique, ça va être les process de travail, les procédures. Ça va être aussi les indicateurs de performance. Comment on fait pour pouvoir savoir très rapidement que l'activité est bonne ou alors elle n'est pas bonne en ce moment. C'est au travail d'indicateurs de performance, ce qu'on appelle communément les KPI. Ça va être au travail d'indicateurs de performance. C'est plutôt ces éléments-là qui permettent de pouvoir déléguer la gestion d'une entreprise. Parce que si on a les bons process, les bonnes procédures qui sont bien respectées, on peut ne pas être là. Est-ce que vous avez une fois été déçu par un recrue? Oh, bien sûr. Beaucoup. Là, j'ai raconté en fait. Non, mais par contre, ça, je ne vais pas revenir dessus, mais ma chaîne est pleine d'anecdotes. Non, je sais. Mais en vrai. Des personnes qui me volent, qui trichent. Ah, si, ça, par contre, c'est tous les jours. Tous les jours. Et c'est le propre de tous les patrons. Pas qu'en Afrique, mais c'est le propre de tous les patrons. Les gens, les ouvriers, les employés, les cadres. Oui, partout on te vole, on triche, partout.
Parce que les gens sont animés par le sentiment de l'argent rapide, l'argent facile. Les gens pensent que le patron a de l'argent. Donc, on peut lui en prendre un tout petit peu, c'est pas très grave. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle eux-mêmes ils sont assis et qu'ils vont être les premiers à se retrouver au sol quand cette branche va tomber. Ils pensent qu'ils font du mal à l'arbre, mais en fait, peut-être que l'arbre tombera un jour. Mais la première personne qui va tomber, c'est lui qui est sur la branche qu'il est en train de scier. Et donc oui, malheureusement, les gens ont un mindset déplorable, exécrable dans nos pays. Et ça, c'est partout. Les gens qui te volent, les gens qui trichent, oui. Surtout sur les marchandises. On triche, on vole à tous les niveaux. Qui parle d'entrepreneuriat ne parle pas forcément de réussite. C'est pas, la voie n'est pas comme ça. Oui, c'est pas linéaire, ça c'est sûr. C'est pas linéaire. On dit c'est un crochet de tout ça. Mais vous, c'est quoi votre rapport à l'échec? Qu'est-ce que vous considérez comme échec et comment vivez-vous cela? Je pense que les entrepreneurs échouent tous les jours. Qu'ils réussissent très peu, en fait. Très, très peu. Mais que les peu de réussites qu'ils ont sont assez significatifs pour changer leur vie. Ça, c'est ce qui est bien à l'entrepreneuriat, et je l'ai déjà dit. Tu n'as pas besoin de réussir beaucoup de fois. Tu as besoin de réussir une seule fois pour que ta vie change. Donc, tu peux échouer plein de projets. Il n'y a pas de problème. Même Dangote a échoué plein de projets. Et il continue d'échouer aujourd'hui. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'entrepreneuriat, qui pensent qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. C'est absolument faux, archi faux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui échoue énormément, qui n'atteint pas les objectifs qui s'étaient fixés énormément de fois. Mais de temps en temps, ça arrive que ça marche. Et quand ça marche, là, il est bien. C'est le Dieu. Voilà, il est bien, c'est le Dieu. Donc, non, moi, je considère que ce que les gens appellent l'échec, c'est normal. Ça fait partie intégrante de la vie de l'entrepreneur, de ne pas avoir les résultats que tu escomptais. Et le lendemain, tu recommences. C'est tout. Et ça veut dire que vous avez échoué beaucoup de fois? Oui. Vous avez gagné très peu? Oui, les fois quand tu échoues, tu as gagné de l'expérience, en tout cas. Ça, c'est sûr. D'accord. Il y a dans vos pas. Je reste toujours dans le cadre du recrutement. Oui. Quelles sont les questions pièges que vous posez? C'est vous qui le faites directement ou pas? Ça dépend. Un peu moins maintenant. Maintenant, je travaille avec des agences? Oui, des agences qui filtrent les candidats, qui nous envoient une shortlist de 3 candidats, des trucs comme ça. Et dans la liste des 3 candidats, je fais passer des entretiens. En général, je peux passer un entretien, le dernier entretien, et c'est même pas obligatoire. C'est la même chose. L'entreprise doit tourner sans moi. Donc, c'est pas obligatoire que je fasse l'entretien. Ce qui est important, c'est que les collaborateurs avec lesquels la personne doit travailler au quotidien l'évaluent et le valident. C'est ça qui est important. C'est pas que moi, je l'ai évalué ou je l'ai validé. Donc, c'est pas important. Maintenant, du temps où je faisais les entretiens, ça m'arrive encore d'en faire. Mais quand je discute avec les gens, ce que j'essaye, moi, de percevoir dans un entretien, c'est si la personne est intelligente. Parce que je pense qu'au-delà de tout, c'est très intéressant de travailler avec des gens intelligents. Les gens intelligents, ce sont les gens qui... L'intelligence, ici, dont je parle, pour moi, c'est la capacité à pouvoir aller vers l'inconnu et avoir les bons réflexes. Parce que dans une entreprise, bien souvent, vous allez être confronté à des situations que vous n'aviez pas prévues. Bien souvent. Il n'y a pas un manuel là où on explique tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Donc, vous allez rencontrer au quotidien des choses que vous n'avez pas prévues. Comment vous réagissez? Et là, c'est de l'intelligence. Et donc, moi, quand je fais un entretien, j'essaye d'amener les personnes dans des zones inconnues et je vois comment ils vont naviguer là-dedans. Je leur donne des cas, des scénarios et je veux voir comment ils vont réagir, comment ils vont s'adapter sur des domaines et des thématiques qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ce n'est pas la réponse exacte qui m'intéresse, c'est la gymnastique intellectuelle. On est toujours dans le cadre de l'argent. OK. Philippe, comment diversifier ces sources de revenus? Avant de diversifier, parce que ça, c'est quelque chose que je vois les gens vouloir faire. Les gens veulent... Ils commencent l'entrepreneuriat, ils veulent déjà faire 2-3 business. Non, c'est pas bon. Il faut d'abord avoir une source de revenus qui te rapporte bien de l'argent, qu'ensuite tu vas pouvoir diversifier. Et ça, c'est un truc qui est très important. On se diversifie d'abord parce qu'on a développer une source de revenus. Maintenant, comment se diversifier? Je pense qu'il y a plusieurs diversifications. La diversification la plus simple, c'est ce que j'appelle, moi, la diversification horizontale, verticale plutôt. C'est-à-dire que quand tu travailles dans une entreprise ou quand tu travailles dans un secteur, bien souvent, tu as quelqu'un avant toi et après toi dans la chaîne. Donc, peut-être que la première étape que tu peux faire, c'est commencer à faire ce que celui qui est avant toi fait. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui
peut-être qu'il y a un restaurant. OK? Quelqu'un qui a un restaurant et qui vend de la nourriture et dans sa nourriture, il a un plat qui passe beaucoup. Eh bien, à ce stade-ci, il vend de la nourriture. Mais l'étape d'après, ça peut être que lui-même, il commence à cultiver cet élément-là. Parce qu'il se rend compte que le prix varie beaucoup, parce qu'il se rend compte que parfois, il est en rupture de stock là-dedans. Donc, il veut éviter ce problème-là. Il va lui-même commencer à cultiver ce truc-là. Il s'est diversifié. Il est passé de la restauration à l'agriculture. Mais il ne l'a pas fait n'importe comment. Il fait de l'agriculture pour s'approvisionner lui-même. Ça, c'est un style de diversification que je recommande beaucoup, parce que c'est une diversification qui n'est pas très risquée, parce qu'on va avec quelque chose que l'on comprend. Et nous-mêmes, on est déjà un client dans le marché. Donc ça, c'est la diversification naturelle vers laquelle j'encourage les gens. Maintenant, tu peux avoir une autre diversification qui est celle plutôt qui te vient de l'extérieur. C'est-à-dire que tu te rends compte que les clients qui achètent ton produit, en général, achètent un autre produit. C'est un peu comme si tu vendais des chaussures et tu ne vendais pas de chaussettes. Tu sais bien que la personne qui a les chaussures, si toi, va aller acheter des chaussettes ailleurs, n'est-ce pas? Ben, commence à faire des chaussettes. Je formulais une question dans ma tête. C'était savoir, pour vous, qu'est-ce que les entrepreneurs font et échouent? Mais je pense que ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce que les entrepreneurs font et ne réussissent pas? Où? En Afrique en général? Oui. Je pense que les entrepreneurs, l'une des grosses faiblesses que je vois ici, c'est le marketing. Les gens investissent très peu dans le marketing, très très peu. Les gens ont des budgets pour fabriquer des produits, ils n'ont pas des budgets pour promouvoir ces produits, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Les entrepreneurs investissent très très peu dans le marketing. Et pourtant, c'est peut-être l'un des postes dans lesquels ils devraient investir le plus d'argent. Parce qu'à la fin de la journée, on s'est rendu compte que ce n'est pas le meilleur produit qui vend. C'est le produit dont on parle le plus. On arrive à la fin, c'est ça? Il est minuit. On arrive bientôt à la fin. En vrai, j'aimerais quand même que vous donniez 5 conseils à un jeune. 5? Oui, non, excuse-moi, rapidement. 5 conseils à un jeune qui vous regarde là actuellement, Ouais. et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les erreurs qu'il ne doit pas faire? La première chose, c'est de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est vrai que l'entrepreneuriat ça fait gagner de l'argent, mais ça ne doit pas être ça la première motivation, aussi paradoxale que ça. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut réellement changer la vie des gens. C'est très important. Un entrepreneur qui est motivé par l'argent n'ira pas loin. Un entrepreneur qui est obsédé par le fait de changer la vie des gens peut aller très loin. Donc la première chose, lancez-vous pour les bonnes raisons. Deuxième chose, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, formez-vous. Prenez le temps de vous former. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le salariat, ce n'est pas l'université, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait et ne pensez pas que ça va se faire de manière intuitive. Ça vous évitera de perdre de l'argent et de l'énergie. Formez-vous auprès de personnes qui ont eu des résultats concrets dans le secteur qui vous intéresse et demandez-leur comment ils ont fait. Troisième étape, trouvez-vous un mentor. Quelqu'un qui va accepter de partager avec vous ses expériences et qui va avoir un œil sur ce que vous faites pour vous aider à vous développer là-dedans. Quatrième conseil, trouvez-vous des amis dans le business. C'est très difficile de faire de l'entrepreneuriat seul, très très difficile. Et quand vous allez vouloir faire du business, vous allez devenir incompris de tous ceux qui ne sont pas dans le business. Trouvez-vous des amis dans le business. Allez donc à des événements, allez à des rencontres, allez discuter avec des gens, mais créez justement votre réseau de personnes qui font du business comme vous, avec qui vous pourrez parler, partager votre business. Et puis pour les jeunes qui nous regardent, 5e conseil, les femmes ne fuient pas, le sexe ne fuit pas, les boîtes ne fuient pas, la musique ne fuit pas, tout ça peut attendre. Prenez le temps de vous construire. Mettez votre énergie entre 18 et 28 ans. Mettez votre énergie à vous construire. Mettez votre énergie à vous bâtir un patrimoine. Mettez votre énergie à concrétiser votre rêve. Ne soyez pas connu au quartier parce que vous avez couché avec toutes les filles. Soyez connu au quartier ou alors parce que vous avez mis tel vêtement ou telle voiture. Soyez connu parce que vous avez bâti un projet. Ça va rester. Personne ne se souviendra de vous parce que vous avez couché avec toutes les filles au quartier. Personne ne se souviendra de vous parce que vous avez réussi, parce que vous avez roulé dans telle voiture. Personne. Mais si vous bâtissez un projet qui change des vies, ce projet-là va changer votre famille et des générations après, il y a des chances qu'ils soient encore là. Mercedes est toujours là, non?
Les gens qui ont fait Mercedes, c'était il y a une très longue éternité. Les grosses boîtes restent et durent dans le temps. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à bâtir en Afrique. Des boîtes qui vont durer après notre départ.